Nous repartons pour une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre ici dans le cadre de cette nouvelle édition de Lire à Pont-l'Évêque, le festival littéraire organisé par Elisabeth Belna et son équipe. Faits divers, symptômes d'une société. C'est la thématique que nous abordons avec nos deux invités. Vincent Vigneault, vous publiez Les Fleurs de lin avec le bandeau Sale affaire à Nanterre. On va en parler dans un instant. Et puis avec vous, Frédéric Chauveau, Les tueurs de femmes et l'addiction introuvable, une archéologie des tueurs en série. Et je vais commencer avec vous. Tenez, Frédéric Chauveau, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université de Poitiers et vous avez eu envie donc de vous pencher sur les tueurs de femmes au fil des siècles. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur cette drôle de thématique qui a dû vous empêcher de dormir pendant un petit moment, j'imagine? Oui, alors effectivement, donc c'est pas une thématique qui est simple quand on fait une immersion dans ce travail-là, mais l'origine vient en fait d'un travail collectif qu'on avait organisé sur les féminicides. Mhm. Et en fait, le mot dans la langue française, il ne faut pas l'oublier, le mot féminicide arrive dans le Petit Robert très, très récemment, en 2015 seulement, et c'est en 2019 où le mot donc est consacré comme étant le mot de l'année. Donc qualifier ce type de comportement, c'est quelque chose qui était tout à fait récent. Et donc l'idée du livre, c'est d'essayer d'explorer, de regarder, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Et quand on regarde les tueurs en série du 19e siècle, enfin jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, ils sont en fait assez nombreux. Mais évidemment, donc l'énigme ou la curiosité, si j'ose dire, c'est que ces tueurs en série sont des tueurs de femmes. C'est-à-dire que ce n'est pas des tueurs d'hommes. Et donc là, il y avait une véritable énigme et il fallait essayer de creuser un petit peu cette question. Que disait-on finalement avant féminicide? Quel terme pouvait-on employer? Il y avait un terme juridique qui était uxoricide, mais qui n'était quasiment pas utilisé en réalité. Parce que si on regarde de manière très contemporaine, par exemple, c'est en 2012, c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et l'ONU Femmes qui définissent Pardon, excusez-moi, voilà, bien comme ça, très bien, qui définissent le féminicide. Et pour eux, il y a 4 catégories de féminicide. Le premier, c'est ce qu'ils appellent le féminicide intime, ce qu'on appelle aujourd'hui les violences conjugales. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle le féminicide systémique, c'est-à-dire qu'une femme est tuée par quelqu'un qu'elle ne connaît pas. La troisième catégorie, c'est le féminicide qui relève du crime d'honneur. Et le quatrième, qui est plus rare, mais qui existe encore aujourd'hui dans un certain nombre de pays, notamment en Inde, c'est le féminicide qui est lié à la dot. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le mari tue sa femme, et en fonction donc des règles juridiques, il peut conserver le montant de la dot, donc il peut se remarier et puis recommencer. Et donc là, évidemment, aujourd'hui, on connaît davantage en France la question de ce qu'on appelle le féminicide intime, mais pas le féminicide systémique. Et dans les tueurs en série, c'était ça qui m'intéressait, d'essayer de creuser cette question-là et de regarder comment les choses se déroulaient. Votre livre est sous-titré Une archéologie des tueurs en série. Ça veut dire que comme un archéologue, vous êtes allé gratter un peu la terre pour retrouver des histoires enfouies? Non, tout à fait. Il a fallu, si je peux dire, regarder un certain nombre de strates. Et la difficulté, donc, parfois, c'est que une partie des archives judiciaires du 19e siècle, certaines ont disparu. Alors, je vous donnerai juste un exemple pour ne pas être trop long, mais si on prend notamment l'exemple de l'assassin Philippe, qui sévissait sous le Second Empire, c'est un tueur de prostituées. C'est l'ancêtre français de Jacques l'Éventreur. Et les archives judiciaires ont brûlé pendant la Commune de Paris, au mois de mai 1871. Et donc depuis, personne finalement n'avait travaillé sur cet assassin-là. Alors à partir de la presse, on peut essayer de restituer, si je peux dire, sa trajectoire, son comportement. Et lui, il s'en prenait donc uniquement à des prostituées. Donc c'est vraiment une archéologie. Alors au niveau du procès, on a pris en compte simplement donc 4 crimes parce que c'était attesté. Si on avait été au-delà, à ce moment-là, il pouvait y avoir un doute et il aurait pu bénéficier éventuellement de circonstances atténuantes. Donc là, évidemment, la justice a préféré, si je peux dire, se consacrer donc sur les prostituées véritablement donc attestées. On va revenir dans un instant sur votre livre, Frédéric Chauveau. Mais Vincent Vigneault, vous êtes aussi avec nous pour parler également faits divers, mais sous un autre angle, puisque vous avez employé la plume romanesque. Je rappelle que vous êtes homme de justice à la base, mais que vous êtes aussi écrivain. Et on va faire connaissance avec Levasseur. C'est lui, le Vavasseur, c'est lui qui va mener l'enquête. Là, on est dans un autre registre parce qu'il va être question d'infanticide cette fois-ci. Et puis, il va être aussi question pour vous
peut-être de régler quelques comptes avec la profession, enfin en tout cas de parler du monde de la justice. Qui est-il, le Vavasseur, et racontez-nous un peu comment il se retrouve embarqué dans cette drôle d'histoire. Alors le Vavasseur, c'est plusieurs personnes à la fois. C'est d'abord, alors je veux dire, la genèse du livre, c'est mon double. Ce livre, je l'ai écrit après avoir traversé une phase après qu'on m'a diagnostiqué un cancer très désagréable. Et lorsque on m'a appris que j'avais ce cancer, que je n'avais plus qu'une durée de vie on m'avait annoncé une espérance de vie de 2 ans, j'ai fait le bilan de ma vie et notamment ma vie professionnelle. Et j'ai essayé de me remémorer à la fois les affaires qui m'avaient le plus marqué et les justiciables qui avaient le plus marqué. Alors il y a un des deux. Le justiciable qui avait le plus marqué, c'était un homme qui était, quand j'étais juge à Bernay, qui était assigné pour payer les frais de maison de retraite de sa mère. Je suis désolé de vous l'apprendre, vous êtes tenu de payer vos frais de maison de retraite de votre mère. Alors cet homme, il était né en mai 1945 à Folleville. Et au bout de quelques semaines, on s'est rendu compte qu'il avait la peau noire. Et alors pourquoi alors, quand on fait le rétroplanning, on se demande comment un petit bébé peut naître avec la peau noire. Quand on fait le rétroplanning, on se rend compte que des troupes canadiennes étaient passées par là. Et en raison de sa couleur de peau, il a été rejeté par sa mère. Et à l'âge de 2 ans, sa mère le dépose à l'arrêt d'autocar en disant « Cet enfant va à l'orphelinat, gardez-le ». Et il fait toute son enfance à l'orphelinat. Il passe ensuite fait son service militaire et puis il rentre dans la police et devient CRS. Et il se retrouve assigné 43 ans plus tard pour payer ses frais de maison de retraite de sa mère. Alors son avocat commence à plaider. Alors il découvre d'abord qu'il a 7 frères et sœurs issus de 7 pères différents. Et son avocat commence à plaider l'exception d'indignité parce qu'on peut être dispensé de payer ses frais de maison de retraite en cas d'indignité des parents. C'était le cas. Et il interrompt son avocat et il me dit « Monsieur le juge, est-ce que je peux m'adresser directement à vous ?» Alors je dis « Oui, bien sûr, de toute façon, vous êtes de le faire. » En fait, la personne dont on parle, c'est ma maman. Et je veux payer pour ma maman. Et donc tout le monde a été saisi par ce beau geste. Et le moment où je me suis remémoré cette période, c'était un moment où j'en voulais à la terre entière. J'en voulais aux médecins qui ne m'avaient pas diagnostiqué à temps, à tous ceux qui n'avaient pas de cancer. Je trouvais ça scandaleux qu'ils n'aient pas de cancer. Et en fait, en me remémorant cet homme, j'ai compris que pour vivre et pour partir sereinement, il faut apprendre à pardonner, ce que c'était que le pardon. Et le pardon, c'est quelque chose de très difficile, hein. Ce n'est pas des excuses, c'est un don qui n'attend rien en retour. J'ai eu beaucoup de mal à pardonner tous ceux, à ceux dont je parlais tout à l'heure, à ceux qui n'avaient pas de cancer, à mon médecin. Et puis, j'en parle à un moment dans le roman, de façon un peu allusive. J'étais pensionnaire dans un lycée en 6e où il y a, ça m'est revenu par flash au moment où j'écrivais, je crois que j'ai été un peu trop approché par un prêtre qui venait m'embrasser le soir dans mon lit. Mais bon. Et donc, quand j'ai appris que j'étais finalement en rémission parce qu'il y avait un nouveau traitement, je me suis dit, il faut que je sorte tout ce que j'ai vécu. Et j'ai utilisé ce personnage, dont j'ai fait mon double, à qui j'ai porté ma maladie, mes angoisses, mes névroses. Et comme c'était un policier, bien évidemment, c'est le seul milieu que je connais, hein, moi c'est la police et la justice, j'en ai fait une histoire, avec une autre histoire qui m'avait le plus marqué, ça c'est celle d'un infanticide, et j'étais à Évreux à l'époque. C'était une famille qui avait 3 enfants, et le 3e était un enfant qui n'était pas désiré, et comme le petit poussait, ils avaient décidé de ne pas le nourrir. Ils disaient, là il n'a pas faim, on ne le nourrit pas. Et un jour, l'assistante sociale passe et découvre cet enfant totalement décharné, on l'emmène à l'hôpital, et là, il meurt, en fait il était en train de mourir. Et je me souviens que les gendarmes qui sont arrivés ont pleuré devant le cadavre de cet enfant, alors que ils allaient perquisitionner, ils voyaient les 2 aînés qui étaient bien joufflus, bien nourris, et celui-là qui était... Et on avait peur que les gendarmes, quand on leur avait demandé d'aller chercher les parents pour les arrêter, et qu'ils
qui les descendent dans la voiture. On a vraiment peur. Donc on a demandé à d'autres gendarmes qui ne connaissaient pas l'affaire d'aller les chercher. Et alors ce qui m'a étonné, c'est que parfois il y a des affaires qui éclatent dans les médias. Celle-ci, c'est vraiment une affaire de conte de fées, horrible. Le Petit Poucet, personne n'en a parlé. Il y a d'autres affaires qui éclatent, et pas celle-là. Donc j'ai brodé à partir de ça. Donc j'ai pris mon personnage, à qui... Alors cet ouvrage, c'est aussi de réflexion sur l'angoisse de la mort, de la maladie, Oui, parce que de la souffrance. je me permets de préciser qu'il y a ces enquêtes, on parle d'infanticide, on parle de trafic de drogue, enfin, on parle de ça, on parle de la justice, et puis il y a aussi ce fameux Levavasseur qui se pose beaucoup de questions, même sur son couple, enfin, Voilà. il y a en parallèle aussi l'humanité de cet homme. L'humanité de cet homme, et puis aussi c'était une façon de présenter autrement la justice, parce que... alors beaucoup de mes collègues ont trouvé étonnant que je le signe sous mon vrai nom, parce que je moque de tous mes collègues. Vous réglez quelques comptes. Je règle quelques comptes. Gentiment. Il y en a qui en prennent pour leur grade. Alors je ne cite pas les noms, c'est des mosaïques, ces personnages sont des mosaïques, mais effectivement ils sont quand même tous allumés. Tous mes collègues, les juges sont complètement branques, les avocats le sont, certains policiers aussi, les procureurs. Mais je me suis aussi amusé pour montrer qu'un juge pouvait ne pas se prendre au sérieux. Alors c'est à la fois une description du monde judiciaire tel qu'il est, avec ses imperfections, avec son humanité. Là, il y a une scène qui est très forte. En fait, c'est une scène que j'ai vécue, mais je la fais vivre par un autre personnage. J'ai été juge des enfants à Évreux. Et juge des enfants, la majeure partie de sa journée consiste à retirer des enfants des familles quand ils sont en danger. Et c'est une fonction très violente, parce que les gens sont rarement heureux qu'on leur enlève leur enfant. Et un soir, un vendredi soir, il y a une femme qui me vient avec un enfant qu'elle avait adopté, elle n'en voulait plus. Et elle arrive et dit, j'en veux plus, il ne me plaît pas. Et elle me le laisse dans mon bureau. J'étais claqué, j'avais passé une semaine d'enfer, je me suis fait agresser, engueuler, et par une sorte de lâcheté, j'ai rien dit. J'aurais dû dire, mais à cette femme, mais c'est pas possible, vous ne pouvez pas abandonner votre enfant comme un sac de linge sale. Et cette histoire de lâcheté de ma part, je reconnais que j'étais lâche, continue de me hanter. Je me suis toujours demandé ce qu'était devenu cet enfant. Et je voulais aussi montrer que la justice, dans toute son humanité, elle n'est pas parfaite, parce qu'elle est faite d'hommes, de femmes, qui ont leurs faiblesses, qui ont leurs qualités, mais aussi leurs défauts. Et voilà, c'était parfois traité de façon un peu humoristique. Le personnage du juge psychorigide, chauve et psychorigide, le juge d'instance juge et psychorigide, ça vous rappellera peut-être quelqu'un. Et puis il y a cette jeune substitut dont il devient amoureux et qui va l'aider dans son parcours. Et c'était aussi une façon de rendre hommage à ma femme qui m'avait accompagné dans ce parcours difficile et douloureux, et un hommage plus spécialement à tous les accompagnants de ces maladies auxquels on ne pense pas souvent. Souvent on pense aux malades, alors le malade on lui dit « Oh, qu'est-ce que tu es courageux ?» Je ne suis pas courageux, de toute façon je n'ai pas demandé à être malade, voilà. J'ai été dispensé des tâches ménagères, pendant 2 ans j'ai marché avec une canne, on me laissait la place dans le métro, ça avait certains avantages. Ma femme, la pauvre, personne lui dit qu'est-ce que tu es courageuse de rester avec ce type à ne pas te geindre et qui ne débarrasse même pas la machine. Elle se sentait impuissante devant l'homme qu'elle aimait et qu'elle voyait souffrir. Et puis surtout, elle s'interdisait de se plaindre. Et donc ça a été aussi pour moi la façon de rendre hommage à ses accompagnants. Donc c'est un peu tout ça, ce livre. Alors on va y revenir, je reviendrai vers vous dans un instant, mais on l'a bien compris, au-delà de cet aspect très personnel de l'écriture, le livre parle également de ce que sont ces faits divers autour des trafics de drogue, autour des infanticides. Le fait divers, c'est bien aussi ce qui vous fait vibrer, j'ai l'impression, Frédéric Chauveau, mais en l'occurrence, là, ce sont les féminicides. On a parlé de ces recherches que vous avez menées. Je rappelais que vous étiez professeur d'histoire à Poitiers. Lorsque vous êtes face à vos élèves, comment transmettez-vous ces éléments? Parce que finalement, vous parlez quand même de ce que l'homme a de plus sombre, de plus mauvais. Il faut du détachement pour aborder tout cela avec ses élèves? Oui, c'est une question qui est pas facile, qui met un petit peu en porte-à-faux. Donc, effectivement, quand j'évoque ça aux étudiants, puisque j'ai les étudiants soit de première année, soit les étudiants qui sont en doctorat. Pardon, je ne sais pas si on peut monter un petit peu ce micro-là ou pas. Oui. Attendez, peut-être sinon je vais...
Essayez peut-être avec celui-ci, sinon. Est-ce que c'est mieux? Bien. C'est mieux. Ça a l'air d'être un peu mieux là. Oui, donc quand je m'adresse aux étudiants de première année ou de doctorat, donc évidemment il faut faire preuve d'un petit peu de détachement, mais ce que j'essaye de leur montrer, c'est que c'est aussi la société du 19e siècle qui commence à être fascinée par le fait divers. Parce qu'au XVIIIe siècle, on avait un certain nombre de faits divers qui intéressaient. Par exemple, on invente un homme-poisson tout jaune avec des écailles qu'on repêche dans la Méditerranée. Les pêcheurs sont dans leur embarcation et essayent de l'attraper, et puis l'homme-poisson saute dans la mer. Voilà, donc aujourd'hui, évidemment, ça ne serait pas crédible, mais à l'époque, c'est un véritable succès, et ça donne lieu à une petite brochure qui est rééditée une quinzaine de fois. Mais simplement, le fait divers change de nature au XIXe siècle, parce que la presse, à ce moment-là, notamment les grands périodiques de presse, voisinent avec quasiment donc le million de lecteurs. Il ne faut pas oublier qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, le lectorat en France, c'est quasiment donc 11 millions de lecteurs. C'est ce qui est absolument considérable, il n'y a pas d'autres médias. Donc évidemment, quand on veut se saisir de l'information, il faut lire la presse. Et le fait divers, c'est ce que j'essaye d'apprendre aux étudiants, devient à ce moment-là donc un enjeu, une stratégie éditoriale. Parce qu'avant, le fait divers était remisé éventuellement dans les colonnes à l'intérieur. Et puis à l'époque, ce que le lecteur et les lectrices aimaient bien, c'était de lire le feuilleton. On faisait appel à un certain nombre de plumes célèbres, Alexandre Dumas, Ponson du Terrail. Et puis progressivement, finalement, donc ce feuilleton a été mis un petit peu donc au second plan, et il est remplacé quand il y a un beau fait divers. Et on dit que le crime ne paie pas. Le petit journal, par exemple, en 1869, met à la une un certain nombre de faits divers. On découvre 5 à 6 cadavres, et chaque fois qu'un cadavre est exhumé, eh bien, le nombre de lecteurs et d'exemplaires s'envole. On gagne quasiment 10 000 lecteurs à chaque fois. Donc quand on dit que le crime ne peut pas, bon, là c'est le contre-exemple parfait. Et puis, grâce aux faits divers, ou à cause du fait divers, eh bien, il y a une acculturation de l'ensemble de la société. Puis aujourd'hui, bon, je ne vous apprends rien, le fait divers a colonisé les imaginaires, que ce soit les polars, les ouvrages, les séries, voilà, on ne peut pas échapper donc aux faits divers. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder qu'il y a bien une historicité du fait divers, que le fait divers s'est progressivement donc imposé, et aujourd'hui, évidemment, donc, il est partout. Lorsque vous évoquez le petit journal, on a forcément des images qui reviennent parce que l'illustration aussi marche beaucoup. En attendant la photographie, les dessinateurs s'en donnent à cœur joie pour illustrer les faits divers avec force détail, les expressions sur les visages. On a tous des images qui reviennent de cela. Mais alors, ce qui veut dire aussi qu'il y a une appétence. Alors, du lectorat entre autres, mais maintenant, aujourd'hui, des amateurs de polar ou des amateurs de séries, il y a une appétence pour le fait divers le plus sordide possible. Ça veut dire que c'est une façon peut-être d'éloigner de nous ce que l'homme a de plus mauvais, d'aimer se régaler de ça. Oui, c'est assez ambigu, c'est un petit peu les deux, mais il y a quelques études qui ont été faites sur, par exemple, la place du fait divers dans les journaux pendant la Première Guerre mondiale. Or, comme le premier conflit mondial, c'est une telle hécatombe, à ce moment-là, bon, il y a aussi des réductions, taille du papier, nombre de pages que l'on peut proposer, mais en gros, le fait divers disparaît donc pratiquement, puisqu'on considérait que par rapport à ce que les uns ou les autres vivaient, c'était pas tout à fait donc déontologique de proposer des faits divers. Mais à partir des années 1921-1922, le fait divers retrouve son niveau d'avant la Première Guerre mondiale. Alors il y a plusieurs hypothèses. Il peut y avoir effectivement une sorte de séduction un petit peu morbide pour la part sombre. Il y a aussi le fait, il ne faut pas l'oublier malgré tout, c'est que même encore aujourd'hui, on vit globalement dans des sociétés, malgré les faits divers les plus sordides, on vit dans des sociétés relativement donc apaisées. Quelles sont véritablement donc les personnes qui font l'expérience d'une agression physique violente personnellement? Elles sont finalement donc assez rares par rapport au siècle antérieur. Donc parmi ces hypothèses, c'est que finalement, tout à l'heure, c'est la question des contes de fées qui était donc rapportée, le petit Pousset. Les faits divers jouent un petit peu donc ce rôle-là. On aime se faire peur, et régulièrement, donc le fait divers continue donc à alimenter cet aspect-là. Et puis au 19e, il ne faut pas l'oublier, on a quand même une part d'analphabète qui est assez importante, et le fait divers pouvait être placardé, on le lisait à voix haute, et à ce moment-là, on crée aussi une communauté qui peut partager donc le fait divers, même si on ne sait pas lire. Alors aujourd'hui, évidemment, on n'est pas dans la même situation, même si la table précédente tout à l'heure se plaignait, si je veux dire, du niveau donc scolaire actuel, mais globalement, chacun peut avoir accès.
soit à la radio, à la télévision, ou par la presse écrite, à ce type d'informations. Pour écrire ce livre, Les tueurs de femmes et l'addiction introuvable, vous avez parlé de la presse tout à l'heure. Ça a été votre base essentielle de recherche, mais peut-être avez-vous aussi été êtes-vous aussi allé chercher ailleurs les rapports de police quel a été votre terreau? Pour le premier assassin, Philippe, c'était éventuellement la presse, mais pour les autres tueurs en série, il existe dans la plupart des cas des dossiers judiciaires qui ont été conservés. Et ces dossiers judiciaires, c'est le dossier d'instruction. Voilà, les archives départementales les conservent. Et là, évidemment, on a l'ensemble des informations. Alors, par exemple, l'assassin du Mollard qui sévissait, lui, plutôt dans la région donc lyonnaise, c'était un tueur de bonnes. Voilà, donc il avait donc parmi le public féminin une cible particulière qui étaient les servantes, les bonnes, qui le démarchaient en lui faisant des propositions mirifiques sur les gages à Lyon. Et donc il les entraînait et puis il les tuait pour à la fois s'emparer de ses affaires. Et puis il y a des aspects qui restent plus sombres. Manifestement, certaines ont été enterrées vivantes, voire aussi donc violées. Et là, évidemment, la documentation judiciaire donne toute une série d'informations. On peut lire des interrogatoires de l'époque. Et là, cette source, évidemment, la difficulté pour un historien, mais j'imagine que pour un juriste c'est pareil, c'est de ne pas se mettre à la place du juge en ayant donc la volonté de refaire le procès ou l'instruction et d'avoir le sentiment soit de pouvoir véritablement donc maîtriser l'ensemble des éléments qui ont abouti à l'inculpation et puis après ça donc au procès et à l'exécution. Il s'agit là d'un essai très précis, très documenté. Avec vous, Vincent Vigneault, vous nous l'avez laissé entendre, c'est une écriture romanesque, même si tout se base sur des choses authentiques, des choses que vous avez pu vivre. Vous faites le choix d'un premier roman. Ça veut dire que le virus de l'écriture est pris? Oui, alors j'avais déjà écrit 3 autres livres, oui, mais des livres juridiques. Voilà, complètement différents. Destinés à un public de juristes. Peut-être moins facile à lire le soir avant de s'endormir. Si vous avez des problèmes d'insomnie, je vous le recommande, parce que 2 pages et vous plongez dans un profond sommeil. Bon, il y a quand même un travail de recherche puisque mon personnage est un CRS et je me suis renseigné sur la vie des CRS, l'histoire des CRS, la façon dont ça s'est construit. J'ai été rencontré, comme il est né dans les années 40, il est rentré dans les CRS dans les années 60, donc j'ai été rencontrer des CRS qui avaient fait mai 68 qui m'ont expliqué comment ça marchait et comment ça fonctionnait, la vie de mai 68. Mais l'histoire romanesque, effectivement, elle entoure ce livre parce que, bien évidemment, j'ai un peu brodé autour de mon personnage, j'ai relié des histoires qui étaient réelles et j'ai fait en sorte de les relier autour, mais pour compléter ce que disait mon camarade sur la fascination qu'on a pour ces faits réels, ces faits divers. Et c'est vrai que je me suis pris de passion pour ce genre parce que alors, je préside une chambre à la Cour de cassation, qui est la chambre commerciale, financière et économique. Il n'y a pas beaucoup de pattes humaines. Hein. On traite plus des marchandises et de l'argent que des humains. Mais en réalité, et ça n'intéresse personne ce que je fais, mais ce qui intéresse, c'est le fait divers parce qu'il y a une sorte de mise en abîme de chacun. On a tous... moi, je ne suis pas du tout rousseauiste. Je pense que c'est la société qui a fait qu'on arrive à vivre de façon civilisée, qu'au départ, l'homme n'est pas bon. Et que c'est la civilisation, l'apprentissage, l'éducation qui arrive à faire en sorte que les gens vivent en société. Mais on a toujours cette tentation, à un moment donné, de franchir le pas. Et quand on voit ces faits réels, je pense qu'il y a une certaine fascination parce qu'on se dit, ceux-là ont franchi le pas. Et on se regarde comme dans un miroir voilé à travers ce fait réel. Et finalement, on se rassure en se disant, mais moi, je n'ai pas franchi le pas. Et j'ai beaucoup siégé au cours d'assises, et quand on voit les jurés d'assises, ils sont tous marqués par leur passage au cours d'assises. Et ce qui est très étonnant, c'est de voir dans les affaires de viol, qui constituent malheureusement plus de la moitié du rôle des cours d'assises, c'est de voir l'attitude différente des hommes et des femmes. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, alors je ne viole aucun secret délibéré, mais les plus sévères, ce sont les hommes. Parce qu'ils se disent, ils ont tous été tentés. Je crois que l'homme est une sorte de prédateur. Mais il se retient. Parce qu'il a un surmoi, parce qu'il a une éducation. Et lui dit, moi j'ai su me retenir. Moi j'ai pas besoin de ça. Et il est beaucoup plus sévère
à l'égard de celui qui a passé le pas, qui n'a pas su résister à ces pulsions, que les femmes qui, elles, se disent « mais moi je n'ai pas été violée parce que je n'ai pas eu le comportement de la victime ». C'est très étonnant et c'est quelque chose qui est contre-intuitif. Et souvent les avocats récusent les femmes dans les procès d'assises. C'est surtout les hommes qui devraient récuser, parce que dans le procès, c'est surtout eux qui sont le plus violemment confrontés à ce crime. Alors, on l'a dit, il y a beaucoup de vous dans ce livre, même si c'est un roman, même s'il y a une intrigue et un suspense. Et puis, il y a aussi, on l'a évoqué, de l'humour, mais un humour gentiment cynique parfois, oui. Et surtout quelques remarques bien senties sur la magistrature, sur le monde de la justice. C'était important, après l'épreuve de vie que vous avez traversée, vous aviez envie, alors vous avez parlé du pardon, mais vous aviez quand même envie de mettre les pieds dans le plat. Est-ce qu'il y avait une certaine aigreur par rapport à votre profession? Aucune. Alors, j'ai aucune aigreur. Je ne regrette absolument pas d'être entré dans la magistrature. De toute façon, je ne crois pas avoir été capable de faire autre chose. Mais je trouve ce qui était amusant, on a toujours le sentiment de présenter les magistrats comme des gens coincés dans leur tour d'ivoire. Pour vous faire un aveu, moi j'ai hésité entre la magistrature et continuer à être guitariste dans un groupe punk. Il n'est pas trop tard. En même temps. Il n'est pas trop tard. Mais je crois que je sais mieux rédiger les jugements que de gratter de la guitare maintenant. Mais je voulais aussi montrer que les magistrats pouvaient rire d'eux-mêmes et pouvaient faire preuve d'autodérision et sortir de ces clichés qu'on a de juges coincés qui ne connaissent pas la vie. Si, nous connaissons la vie, nous vivons comme les autres citoyens français. Et d'ailleurs, la magistrature s'est considérablement rapprochée des Français moyens. Pendant très longtemps, vous savez que les magistrats n'étaient pas payés. Jusqu'en 1958, ils n'étaient pas payés. Donc pour être magistrat, il fallait être propriétaire terrien. Donc les magistrats à l'époque n'avaient pas beaucoup de sensibilité pour les problèmes de locataires ou d'emprunteurs. Et puis c'est Michel Debré a transformé la magistrature, a aligné sur les administrateurs civils. On a créé une école de la magistrature à recrutement par concours. Et le recrutement de la magistrature s'est mis à ressembler, la sociologie de la magistrature a ressemblé aux Français, tels qu'ils étaient. Et les magistrats, les jeunes magistrats sont locataires, ils ont des emprunts, ils ont des problèmes d'argent, ils ont des problèmes de couple, et donc ils sont beaucoup plus sensibles à la vie de leurs concitoyens. Et d'ailleurs, la jurisprudence, à partir des années 70, elle a commencé à se préoccuper des problèmes de surendettement, des problèmes de consommateurs, des problèmes... C'était aussi pour rendre plus humaine la magistrature, et quoi de plus que l'humour pour rendre les choses humaines. C'est ce que vous avez réussi à faire. Frédéric Chauveau, votre livre s'appelle « Les tueurs de femmes et l'addiction introuvable ». C'est aux éditions Le Manuscrit. Et puis dans une écriture romanesque, donc cette fois-ci. Et en attendant votre prochain concert avec votre groupe Art Punk, Les Fleurs de Lin, salle à faire à Nanterre. Et vous êtes publié, excusez-moi, aux Presses littéraires. Voilà, et vous êtes avec nous toute la journée. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous de votre présence. Les auteurs vont maintenant déjeuner parce qu'un auteur, ça mange aussi, ça mange et ça boit. Et les auteurs, on les retrouve à partir de 14h ici même. Merci, à tout à l'heure. Merci beaucoup.